sommaire de ce journal. Au Mali, plus précisément à Bamako, la première édition du Salon de l'Habitat, de la Construction et de la Décoration a refermé ses portes le 12 décembre 2021. General Electric et Junior Achievement Côte d'Ivoire ont initié un projet dénommé Camp de leadership pour les jeunes filles. L'objectif est de les amener à s'intéresser davantage aux sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Et puis 50 ans d'existence de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, consignée dans un livre. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. Débutons cette édition en nous rendant au Mali, plus précisément à Bamako. La première édition du Salon de l'Habitat, de la Construction et de la Décoration, ouverte le 10 décembre 2021, a refermé ses portes le dimanche 12 décembre. Une édition réussie qui a rassemblé plusieurs acteurs du secteur BTP autour du thème « Comment construire demain ». Voyageons avec notre correspondant Diakité Lai Junior. L'hôtel de l'Amitié de Bamako a abrité les 10, 11 et 12 décembre dernier la première édition du Salon de l'Habitat, de la Construction et de la Décoration sous le thème « Comment construire demain ». Un événement organisé par Soudan Immobilière et le groupe Cantela avec le soutien de l'Ordre des architectes du Mali. La cérémonie d'ouverture a été faite le vendredi 10 décembre en présence des représentants des autorités administratives. Selon la directrice de Soudan Immobilière, ce salon permettra de raffermir les relations entre les acteurs de l'habitat, de la construction et de la décoration. Ce salon a pour but de promouvoir les différents corps de métier qui interviennent entre autres dans la construction, la rénovation, la décoration, l'équipement, la maintenance des bâtiments privés ou publics. En somme, toutes celles et ceux qui s'activent de façon directe ou indirecte au métier de la construction, et ceci à titre individuel, collégial ou institutionnel. Cette première édition a eu lieu malgré le contexte sanitaire et sécuritaire que connaît le pays. Occasion aussi de parler des difficultés majeures dans le secteur du BTP au Mali. Ce salon est aussi l'opportune occasion d'échanges professionnels indispensables à une saine émulation dans tout secteur d'activité. Dans un contexte sécuritaire et sanitaire incertain, dans un environnement peu favorable à notre secteur, nous sommes amenés à nous poser la question sur l'avenir des métiers du bâtiment au Mali. Cette réflexion s'impose à nous, compte tenu des multiples difficultés que connaît notre secteur et des immenses défis à relever dans un monde en pleine mutation. Après la cérémonie d'ouverture, les officiels ont fait le tour des stands. Cette première édition a enregistré environ une cinquantaine d'exposants et de nombreux visiteurs. Quant aux représentants des autorités, ils ont acclamé des deux mains l'initiative. Nous sommes comblés de ce que nous avons vu. Vraiment, ça prouve à suffisance que vraiment le secteur évolue très bien. Donc le département, au nom du ministre empêché, ne peut que se réjouir vraiment de cette dynamique. Un sentiment de satisfaction parce que comme vous le savez, notre pays connaît une période de crise. Donc c'est toujours agréable de voir qu'il y a des initiatives salutaires qui contribuent à asseoir un climat propice à l'investissement et à l'entrepreneuriat de façon générale. Donc ce sont des zones positives sur lesquelles il va falloir s'appuyer pour essayer de construire l'avenir de demain dans notre pays. Au cours de ces 3 jours, 3 panels de haut niveau ont été animés par les experts du BTP et de l'assurance au Mali sur les thèmes « L'organisation du secteur foncier au Mali », les processus liés à l'obtention du permis de construction, les assurances et secteurs du BTP au Mali. Et enfin, un dîner gala a mis fin à ce salon. La prochaine édition est pour 2022. De retour à Abidjan, intéressons-nous au renforcement de capacité. 3 jours durant, les entrepreneurs et chefs d'entreprise ont vu leurs capacités renforcées à travers un séminaire qui avait pour thème « Stratégie de rémunération et amélioration des ratios de masse salariale ». Initié par Alizé RH, cet atelier de formation avait pour objectif d'identifier les différentes composantes de la rémunération. Reportage. Cet atelier de formation avait pour thème la stratégie de rémunération
et amélioration des ratios de masse salariale. Au menu de la séance de renforcement des capacités, identifier les différentes composantes de la rémunération, comprendre les notions de salaire, masse salariale, frais de personnel, appréhender la vision stratégique de la rémunération et piloter la masse salariale pour la performance de la direction des ressources humaines. Voici les objectifs de ce séminaire de renforcement des capacités. Prennent part à la formation les entrepreneurs et cadres d'entreprise. Alors notre objectif premier était d'apporter les bonnes pratiques en matière de stratégie de rémunération des effectifs en entreprise. Il était important pour nous de communiquer les bonnes pratiques en politique salariale, en politique de rémunération, de pouvoir connaître les coûts cachés de notre masse salariale, parce que ce sont des points qui très souvent ne sont pas connus en cours d'année, qui à la fin d'année nous surprennent. Il était important de donner aux auditeurs les outils et les techniques pour pouvoir optimiser les masses salariales. Cette formation s'est intéressée à l'aspect stratégique de la rémunération, les grandes lignes, comment bâtir sa politique salariale, comment bâtir son système de rémunération et ses outils. Ensuite, nous avons évoqué les meilleures possibilités. À l'issue de la formation, ces entrepreneurs et cadres d'entreprise disent avoir appris comment mettre en place un système de rémunération juste, évaluer le poids de la masse des salaires sur le chiffre d'affaires. J'ai beaucoup appris au niveau de l'optimisation de la masse salariale. Et donc c'était intéressant en fait de savoir comment est-ce qu'on peut optimiser un bulletin de paie au maximum, quels sont les différents coûts cachés que l'on peut avoir au niveau du personnel. Cet atelier de formation sur la stratégie de rémunération et amélioration des ratios de masse salariale est à l'initiative de Alizé Ressources Humaines, le premier réseau de cabinets franchisés et partenaires, spécialisés en conseil ressources humaines sur l'ensemble du monde francophone. Amener les jeunes filles à s'intéresser davantage aux STEM, entendez, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques en rapport avec les objectifs du développement durable. Tel est l'objectif poursuivi par General Electric et Junior Achievement Côte d'Ivoire dans le cadre du projet Camp de leadership pour les jeunes filles. La phase pilote a mobilisé 100 lycéennes et collégiennes. Patrick Crou, Ezekiel Siri dans un commentaire de Mon Désir Nascimento. La première phase du projet Camp de leadership pour jeunes filles s'est déroulée ce mardi 14 décembre 2021 à Abidjan en vue de susciter des vocations et d'exposer les filles à un réseau de modèles dans le domaine des STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Cette phase pilote est initiée par General Electric et Junior Achievement Côte d'Ivoire pour soutenir le leadership de 100 collégiennes et lycéennes issues des établissements publics d'excellence. Théodore Aka de General Electric a présenté les objectifs de ce camp qui cadrent avec ceux des ODD relatifs à l'accès à une éducation, l'égalité entre les sexes, le travail décent et la croissance économique. Le constat est assez clair, qu'aujourd'hui, c'est des secteurs qui sont suffisamment dominés par le genre masculin. Aux États-Unis, qui est un pays développé, on parle à peine de 27 à 30% de femmes dans le domaine des STEM, contre 70% pour les hommes. Nos pays, c'est encore plus grave, cet écart-là. Et General Electric, en tant que structure qui est en avant-garde sur le leadership humain, donc aussi féminin, qui est en avant-garde aussi sur la diversité et l'inclusion du genre, nous avons pensé, surtout en Côte d'Ivoire, de démarrer ce programme qui visera à sensibiliser, à motiver, à encourager, par le biais aussi des modèles, d'exemples, nos jeunes sœurs, nos jeunes filles, à s'intéresser à ces carrières qui, il faut le dire, sont promouvoirs d'emplois dans le futur. Anne Efika Koukone, ancienne de l'INPHB de Yamoussoukro, aujourd'hui cadre d'entreprise, a saisi cette occasion pour partager son expérience, son amour pour les STEM qui lui a permis d'occuper un haut poste en entreprise et un bon statut social. Elle a par ailleurs invité les jeunes filles à briser la phobie des sciences et des mathématiques. Ce témoignage motivant a été salué par Junior Achievement Côte d'Ivoire, qui s'est réjoui de la grande mobilisation des participantes. Ces jeunes filles-là aujourd'hui qui participent à ce programme vont visiter Cyprel, vont visiter aussi Azito.
Et donc, derrière, on espère qu'il y aura des carrières, des carrières qui vont naître, en fait. Il y aura des rêves qui vont se faire, des personnes, en fait, qui vont avoir envie de s'engager plus en avant dans les STEM. Donc, de rejoindre des secteurs comme l'aéronautique ou bien l'énergie. Et donc, on espère qu'il y aura des carrières et beaucoup plus de jeunes filles engagées dans les STEM en Côte d'Ivoire. Donc, plus de scientifiques, plus de personnes qui vont contribuer donc au développement et au rayonnement de notre pays. Rappelons que le projet Camp de leadership pour jeunes filles vise à autonomiser 100 lycéennes de 14 à 18 ans et à élargir les opportunités qui s'offrent à elles pour leur avenir professionnel. La cérémonie de graduation de la 4e promotion des experts et expertes en ingénierie du genre s'est tenue le week-end dernier à l'Institut français de Côte d'Ivoire à Abidjan. Cette cérémonie visait à récompenser les 63 experts en ingénierie formés par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision. L'objectif était de leur permettre d'acquérir des connaissances, aptitudes et attitudes d'expertise en genre. Le récit de Ami Diarasouba. Après 9 mois de formation interdisciplinaire, ils sont devenus désormais experts capables de planifier, de mettre en œuvre les interventions publiques et privées cohérentes, inclusives et à fort impact individuel et collectif. En somme, ce sont 63 experts et expertes de la chaire UNESCO qui ont été formés. Ils auront pour mission d'apporter la bonne nouvelle des enseignements et connaissances acquises car le moment est favorable et le moment c'est maintenant. Thomas Camara, ministre de l'Énergie, des Mines et du Pétrole, par ailleurs parrain de cette 4e promotion, a exprimé sa joie tout en prodiguant des conseils à ses filleuls qui devront redoubler d'efforts pour relever les challenges auxquels ils seront amenés à faire face. Pour Euphrasie Yaokwasi, conseillère spéciale du président de la République chargée du genre, ces experts et expertes sont devenus aujourd'hui le levain dont la Côte d'Ivoire a besoin. Quand on finit une formation, et que nous faisons l'évaluation, qu'on entend « Madame la titulaire, grâce à la formation, je gère mieux ma famille, mon foyer recomposé. Grâce à la formation, aujourd'hui, après 6 mois de formation, on m'a nommé parce que mon langage a changé, parce que mes émissions ont plus de contenu. » Quand on vous dit la formation m'a permis simplement de découvrir des talents que j'ai en moi. La formation m'a permis de penser que je suis capable de conduire un monde nouveau, un monde dans lequel le regard est différent, un monde qui m'amène à regarder dans mon subconscient, à interroger ma conscience et à aller de l'avant. Je vous assure qu'on se dit qu'on a fait œuvre utile. Vous avez dû l'entendre. J'ai la franche conviction que la question du genre doit être adressée au niveau publicitaire. Nous, les publicitaires, nous avons une responsabilité. Ce que nous présentons dans les produits et services publicitaires, dans les campagnes, sont justement le fruit des influences que nous avons au niveau de la société. Nous avons le droit aujourd'hui de présenter certaines, de tenir compte de la question genre dans l'approche publicitaire. Il faut dire que c'est vraiment un sentiment de joie qui nous anime en ce soir. Nous voulons exprimer toute notre gratitude à notre directeur général qui nous a permis d'être à cette formation-là. Après 9 mois donc, de cours intenses, aujourd'hui nous avons notre diplôme en main et c'est vraiment un sentiment de joie. Après la joie, il faudrait maintenant pouvoir mettre en œuvre tous nos acquis au niveau tant familial que professionnel. Une note sur l'enseignement supérieur. 7 étudiants en sciences économiques de l'Institut universitaire d'Abidjan ont validé leur master à travers leur soutenance de mémoire. Ces étudiants ont développé des thèmes d'actualité en rapport avec la politique monétaire, l'impact de la Covid-19 sur l'économie. Un moment apprécié par les parents, amis, mais surtout par les responsables de l'IUA, dont le leitmotiv est de former des leaders de demain. Augustin Kra et commentaire Issa Badini. Par exemple,
troisième compartiment qui est destiné aux PME et aux entreprises à forte capacité de croissance. Après 5 ans d'apprentissage à l'Institut universitaire d'Abidjan IUA, les étudiants en fin de cycle de la faculté des sciences économiques valident leur diplôme de master. Je viens d'obtenir la note de 17/20 à la soutenance de mon mémoire et le thème s'intitule « Effet d'une pandémie sur les rendements boursiers en zone CEDEAO ». L'enjeu de l'effet du taux de change sur l'inflation est tout à fait crucial parce que le taux de change, savoir l'effet du taux de change sur l'inflation permet aux décideurs économiques de pouvoir prendre les décisions adéquates. Mais avant la validation, il leur a fallu passer la redoutable épreuve académique, celle de la soutenance. C'est donc une série de cette soutenance de mémoire à laquelle on a assisté à l'Institut universitaire d'Abidjan le week-end dernier. Plongés à la fois dans un sentiment de stress, joie et engouement, les étudiants ont fini par obtenir satisfaction. Le maître mot n'était que merci. Au début, j'étais un peu stressé. Après, avec les discussions avec les professeurs, le stress a baissé. Et puis bon, à la fin, j'ai pu répondre à certaines questions et puis aborder le sujet convenablement. C'est 5 ans d'études pour aboutir à ce diplôme, donc on ne peut que dire merci à Dieu et voilà. La pertinence de leur sujet de mémoire et la qualité de leur présentation n'ont pas laissé indifférents les membres du jury et par-dessus tout, le professeur Prao Yao Séraphin, premier témoin de tous ces travaux. Tous les étudiants ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour sortir des résultats intéressants, des résultats qui ont des implications de politique économique, des résultats utiles pour les décideurs et puis pour nos dirigeants aussi. Vraiment, au niveau économique, les enfants ont mobilisé tous les outils qu'il faut pour traiter le sujet. Donc nous sommes, en tant qu'enseignants, très ravis effectivement du comportement de nos enfants. Et je profite pour inviter les autorités monétaires de ce pays et même les autorités politiques que l'Institut universitaire d'Abidjan est un creuset d'expertise et d'experts au niveau des enseignants que nous sommes et au niveau des étudiants. L'Institut universitaire d'Abidjan, depuis sa création jusqu'à maintenant, se veut excellente, que ce soit dans les méthodes d'apprentissage comme dans le dispositif. Lui a fait l'effort de toujours se distinguer dans le domaine de l'enseignement privé en s'imprégnant des besoins pour les adapter au mieux. Si aujourd'hui sa renommée s'étend au-delà des frontières, c'est bien parce que depuis près de 20 ans, son leitmotiv est de former les leaders de demain. En Côte d'Ivoire, les associations majeures et les petites et moyennes entreprises engagées dans le développement du secteur des énergies renouvelables et efficacité énergétique se mettent ensemble. Objectif, afficher la création de la Fédération des associations de PME en efficacité énergétique, énergie renouvelable et action climat. Walter Kofi, Tima Traoré. Un nouveau-né est en train de voir le jour dans le secteur des énergies en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la Fédération des associations de PME en énergie renouvelable, efficacité énergétique et climat de Côte d'Ivoire, se composant principalement d'acteurs PME qui, à travers cette Assemblée générale consécutive, ont pour ambition d'institutionnaliser leur plateforme. Objectif affiché, parler d'une seule voix pour défendre les intérêts communs des associations et PME vertes. Ne dit-on pas que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin? Et c'est un peu cette maxime qu'on a voulu adopter. Et l'idée pour nous vraiment, c'est de mettre ensemble les intelligences, les forces et les capacités pour que vraiment nous puissions de façon plus pertinente, plus efficace et plus forte contribuer à ce secteur qui est un secteur important pour le développement durable du pays, pour l'avenir du pays. C'est un secteur qui va générer des emplois importants. C'est un secteur d'inclusion aussi important. Donc il s'agit véritablement d'un foisonnement très intéressant. Voilà, il y a une once de complémentarité dans la chose. C'est vraiment important pour nous de faire partie de cette organisation. La plateforme des associations de PME en énergie renouvelable et efficacité énergétique bénéficie depuis sa création de l'accompagnement de la coopération allemande GIZ à travers le projet Profer, un programme de formation professionnelle en énergie renouvelable et efficacité énergétique. Depuis 2019 déjà, il faut savoir que nous avons appuyé la mise en œuvre de cette plateforme. Donc à travers, nous avons facilité
la signature du MOU, la mise en place d'un cadre de collaboration. Nous les avons également soutenus à travers des actions de renforcement des capacités. Lancée en avril 2021, la plateforme des associations de PME en énergie renouvelable et efficacité énergétique se compose des PME et de 4 associations majeures, notamment l'AURN, la Percy, Green Cluster et Reser. D'un groupement de PME vertes, la plateforme des associations de PME en énergie renouvelable et efficacité énergétique ouvre une nouvelle page de son chapitre, celle de la fêtière. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire a clôturé à Abidjan les festivités marquant la célébration de ses 50 ans. Au cours de cette clôture, les responsables de la LONASI ont présenté un livre écrit à cet effet. Ce chef-d'œuvre littéraire dénommé Un demi-siècle de bonheur partagé a retracé la vie de la LONASI depuis ses origines, passant par sa création et ses perspectives. Mondésir Nascimento et Augustin Kra. C'est la fin de la célébration du cinquantenaire de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Lancée en 2020, les festivités marquant cette célébration ont été closes à Abidjan ce lundi. Au cours de la cérémonie de clôture, le président du comité d'organisation, Kwasi Roger, a présenté les grandes étapes de la LONASI. De 1970 à 2020, cette société de jeux de hasard de Côte d'Ivoire a eu du chemin. Tout son passé consigné dans un livre appelé Demi-siècle de bonheur partagé, un livre de 216 pages qui retrace ses origines, sa création, ses hauts et bas, ses défis et perspectives à long terme. La LONASI a été créée en 1970. Depuis sa création jusqu'à ce jour, tout ce que la LONASI a mené comme activité est retracé dans ce livre. Nous avons même fait mieux parce que nous sommes allés aux origines de l'introduction des jeux de hasard en Côte d'Ivoire. Et les recherches que nous avons menées nous ont permis de découvrir que les jeux de hasard existaient déjà sous la colonisation. À la seule difficulté que les autochtones qui étaient considérés comme des indigènes n'avaient pas droit de participer à ces jeux-là. En ce qui concerne le bilan, il est reluisant et porte les fruits d'une réforme amorcée depuis une décennie. Nous avons fait un bilan de tous les secteurs de jeu, aussi bien en ce qui concerne la mission sociale même de l'entreprise. Comme ça, pour vous donner quelques chiffres, nous sommes partis de 600 millions en 2017 d'œuvres sociales à aujourd'hui plus de 2 milliards d'œuvres sociales que nous réalisons à travers une fondation aussi que nous avons mis en place en 2019. Le livre a été dédicacé aux sorties de la cérémonie par le directeur général Dramane Coulibaly et les premières personnalités à qui elles sont envoyées sont notamment le président de la République de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara et son ministre de l'économie et des finances. Comme chaque année à l'approche des fêtes, ONG et mouvements caritatifs œuvrent en faveur des enfants dans le cadre de la célébration de la Noël. L'ONG Nations Solidaires ouvre le bal à travers l'organisation d'un arbre de Noël dans l'un des quartiers de la commune d'Abobo. L'annonce a été faite par le président de l'association lors d'un point de presse. On en sait plus dans cet élément de Walter Kofi et Ismaël Doza. Les enfants du quartier Félix Oufouette-Boigny, dans la commune d'Abobo, pourront dès ce 18 décembre vivre la magie de Noël, et cela grâce à l'ONG Nations Solidaires qui, en organisant un arbre de Noël, veut redonner le sourire à plus de 300 enfants des quartiers défavorisés. Diaby Djarasouba, président de l'ONG Nations Solidaires, a donné les grands axes de cette action à fort impact social qui s'articule principalement autour de la distribution de présents aux tout-petits. L'arbre de Noël, il s'agira essentiellement d'apporter un peu de joie dans le cœur des orphelins. En quoi faisant? En leur distribuant des lots, des cadeaux, des jouets, et aussi à travers le partenaire Jeff Chicken, pouvoir donner un peu de poulet aux veuves pour qu'elles puissent préparer quelque chose le jour de la fête de Noël. Dans son action, l'ONG bénéficie de l'accompagnement de bienfaiteurs, parmi lesquels elle peut compter sur la structure Jeff Chickens. L'entreprise apporte son soutien technique et financier. Et on a une campagne parallèlement à cet arbre de Noël, une campagne de distribution de kits alimentaires, oui, notamment la volaille, à des familles veuves, à des foyers de veuves qu'on a déjà ciblés, enregistrés. Voilà, comme d'ailleurs on a pour habitude de le faire.
Rappelons que Nation Solidaire est une organisation non gouvernementale engagée dans les actions sociales dans le domaine de la santé, l'éducation et le sport. Située dans le quartier Abobo Habitat, elle a été portée sur fonds baptismaux en 2017. Sa mission, œuvrer en faveur des enfants démunis, orphelins ou malades. Rendons-nous à Gagnoa, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans le village de Sokro-Gbonyoa, Wanezi, où l'école était à l'honneur la semaine dernière. L'entreprise Azito OEM a donné le sourire à tout un village. Elle a remis officiellement les clés d'un bâtiment de 3 classes avec bureau aux populations de la localité. Gervais Amani, Ezekiel Siri dans un commentaire de Mireille Abalé. Une ère nouvelle au village de Sokro-Gbonyoa, Wanezi, dans la sous-préfecture de Gagnoa. Et ce, grâce à ce bâtiment flambant neuf qui vient remplacer l'ancienne école primaire détruite lors d'une violente tornade en 2019. Le village de Sokro-Gbonyoa, Wanezi, renaît à l'éducation grâce à l'entreprise citoyenne Azito OEM. Marcelin Adoukonan, au nom du directeur général Honora Bois, remet ici les clés d'un bâtiment de 3 classes avec bureaux et toilettes pour les enseignants. Selon Marcelin Adoukonan, responsable juridique et RH Azito OEM, société d'exploitation et de maintenance de la centrale thermique, cette action vise non seulement à accompagner le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation dans sa politique de scolarisation obligatoire, mais aussi s'inscrit dans la mission des actions de responsabilité sociétale dans le domaine de l'éducation. Nous sommes portés sur les questions d'éducation. Et nous avions été saisis il y a quelque temps de ce qu'une violente tornade a détruit l'école de Wanezi. Notre directeur général, M. Honora Bois, est également très porté sur les questions d'éducation et de scolarisation donc, des enfants, et surtout de la jeune fille, a joué bon de bâtir un nouveau bâtiment de 3 classes et un bureau pour le directeur. Depuis maintenant 2 décennies, Azito OEM est très actif dans le domaine de l'éducation en réhabilitant et en équipant les écoles et centres de formation à travers la Côte d'Ivoire. L'inspectrice de l'enseignement primaire de Gagnoa, Lonassi, représentante de l'IEP Gagnoa Dioulabougou, a témoigné sa gratitude aux responsables d'Azito OEM pour ce joyau entièrement équipé. Elle s'est félicitée de l'action posée par cette entreprise en Côte d'Ivoire. Même son de cloche pour les parents d'élèves du village de Sokro-Gbonyoa, Wanezi. Je suis ému parce qu'il y a très longtemps, nous étions dans ce village et le vent est venu gâter le bâtiment. On ne savait pas que faire. Et on a eu un frère qui est dans la société Azito qu'on a côtoyé. Et il a dit non, il n'y a pas de problème que je dois voir mes patrons. Mais comme nous on faisait des jeunes et prières ici, Dieu a mis la main dessus et Azito a fait le bâtiment. La société Azito a dégagé la bagatelle somme de 30 millions de francs CFA pour la réalisation de ce projet éducatif. Terminons cette édition en nous rendant à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire. Les acteurs de l'industrie touristique ivoirienne étaient en conclave au cours de la première édition Forum Côte d'Ivoire Destination touristique. Il s'agissait pour eux de réfléchir à la relance post-Covid du secteur touristique en Côte d'Ivoire. Charles Kouakou et Philippe Zabo. Cette rencontre fait suite à l'appel lancé par Maleka Mourad Kondé, la nouvelle directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme. Cette première édition du Forum Côte d'Ivoire Destination touristique vise à relancer l'économie touristique dès 2022. Un triste constat a été fait pour la situation actuelle qui paie un lourd tribut de la crise sanitaire. En 2020, selon les chiffres officiels du ministère du Tourisme et des Loisirs, le nombre d'entrées de tourisme internationaux enregistrées aux différentes frontières est estimé à 668 162 par rapport à l'année 2019 où le nombre de touristes internationaux était à plus de 2 millions. Il y a urgence. Les acteurs du secteur touristique veulent créer un nouveau business model qui s'adapte à la situation. Un nouveau modèle basé sur de nouvelles valeurs.
Une nouvelle gouvernance de l'entreprise du tourisme qui permettront de renforcer la résilience du secteur et une nouvelle équation de profil qui favorisera l'adéquation entre le plan de destination qui a pour objectif final la construction de la destination Côte d'Ivoire. Durant 4 jours donc, ces acteurs ont élaboré des matrices de produits Côte d'Ivoire, destination touristique et l'indication de repères d'actions concrètes à mettre en œuvre dans le secteur pour son développement inclusif et durable. La mission de Côte d'Ivoire Tourisme, c'est faire la promotion de la Côte d'Ivoire, c'est faire la promotion de la destination. Vous savez que faire la promotion, c'est vendre un produit. Vous ne pouvez pas vendre un produit si vous ne le connaissez pas. Et pour le connaître, il faut nous asseoir ensemble, définir les produits que nous voulons vendre et mettre en place une stratégie de vente pour que ce soit une stratégie consensuelle, qu'il y ait une synergie d'action et que le produit que nous allons vendre, c'est-à-dire la destination Côte d'Ivoire, soit adressé premièrement aux touristes locaux, c'est-à-dire le tourisme interne, et dans un second temps, rechercher la clientèle internationale. C'est la première fois que les acteurs sont invités à venir parler de leur secteur. Pour une fois au moins, la DG, il faut lui dire vraiment un pompon. Le tourisme ivoirien a vraiment besoin de plus de couleurs, de changer. À côté des panels et autres ateliers de réflexion, cette première édition Forum Côte d'Ivoire Destination Touristique s'est achevée par un dîner gala. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa, la télé utile.